Nous y pénétrerons, s'écria Poussin, n'écoutant plus Porbus et ne doutant plus de rien. Porbus sourit à l'enthousiasme du jeune inconnu et le quitta en l'invitant à venir le voir. Nicolas Poussin revint à pas lents vers la rue de la Harpe et dépassa sans s'en apercevoir la modeste hôtellerie où il était logé, montant avec une inquiète promptitude son misérable escalier. Il parvint à une chambre haute située sous une toiture en colombage naïve et légère couverture des maisons du vieux Paris. Près de l'unique et sombre fenêtre de cette chambre, il vit une jeune fille qui, au bruit de la porte, se dressa soudain par un mouvement d'amour. Elle avait reconnu le peintre à la manière dont il avait attaqué le loquet. « Qu'as-tu » lui dit-elle. « J'ai, s'écria-t-il en étouffant de plaisir, que je me suis senti peintre. J'avais douté de moi jusqu'à présent, mais ce matin j'ai cru en moi-même. Je puis être un grand homme. Va, Gilette, nous serons riches, heureux, il y a de l'or dans ces pinceaux. » Mais il se tut soudain, sa figure grave et vigoureuse perdit son expression de joie quand il compara l'immensité de ses espérances à la médiocrité de ses ressources. Les murs étaient couverts de simples papiers chargés d'esquisses au crayon. Il ne possédait pas 4 toiles propres. Les couleurs avaient alors un haut prix, et le pauvre gentilhomme voyait sa palette à peu près nue. Poussin n'appartenait pas à la noblesse, mais était de souche paysanne en relation avec la bourgeoisie. Au sein de cette misère, il possédait et ressentait d'incroyables richesses de cœur et la surabondance d'un génie dévorant. Amené à Paris par un gentilhomme de ses amis, ou peut-être par son propre talent, il y avait rencontré soudain une maîtresse, une de ces âmes nobles et généreuses qui viennent souffrir près d'un grand homme, en épousent les misères et s'efforcent de comprendre leurs caprices. Fortes pour la misère et l'amour, comme d'autres sont intrépides à porter le luxe, à faire parader leur insensibilité. Le sourire errant sur les lèvres de Gilette dorait ce grenier et rivalisait avec l'éclat du ciel. Le soleil ne brillait pas toujours, tandis qu'elle était toujours là, recueillie dans sa passion, attachée à son bonheur, à sa souffrance, consolant le génie qui débordait dans l'amour avant de s'emparer de l'art. « Écoute, Gilette, viens. » L'obéissante et joyeuse fille sauta sur les genoux du peintre. Elle était toute grâce, toute beauté, jolie comme un printemps, parée de toutes les richesses féminines et les éclairant par le feu d'une belle âme. « Ô Dieu » s'écria-t-il, je n'osais jamais lui dire. « Un secret » reprit-elle, je veux le savoir. Le Poussin resta rêveur. « Parle donc, Gilette, pauvre cœur aimé. Oh, tu veux quelque chose de moi, oui. Si tu désires que je sois encore devant toi comme l'autre jour, reprit-elle d'un petit air boudeur, je n'y consentirai plus jamais, car dans ces moments-là, tes yeux ne me disent plus rien. Tu ne penses plus à moi, et cependant tu me regardes. Aimerais-tu mieux me voir copiant une autre femme? Peut-être, dit-elle, si elle était bien laide. Eh bien, reprit Poussin d'un ton sérieux, si pour ma gloire à venir, si pour me faire grand peintre, il fallait aller poser chez un autre, tu veux m'éprouver, dit-elle, tu sais bien que je n'irai pas. Le Poussin pencha sa tête sur sa poitrine comme un homme qui succombe à une joie ou à une douleur trop forte pour son âme. Écoute, dit-elle en tirant Poussin par la manche de son pourpoint usé, je t'ai dit, Nick, que je te donnerais ma vie pour toi. Mais je ne t'ai jamais promis, moi vivante, de renoncer à mon amour. Y renoncer, s'écria Poussin. Si je me montrais ainsi à un autre, tu ne m'aimerais plus, et moi-même je me trouverais indigne de toi. Obéir à tes caprices, n'est-ce pas chose naturelle et simple? Malgré moi, je suis heureuse et même fière de faire ta chère volonté. Mais pour un autre, fi donc. Pardonne, ma Gilette, dit le peintre en se jetant à ses genoux. J'aime mieux être aimé que glorieux. Pour moi, tu es plus belle que la fortune et les honneurs. Va, jette mes pinceaux, brûle ces esquisses. Je me suis trompé. Ma vocation, c'est de t'aimer. Je ne suis pas peintre, je suis amoureux. Périsse est l'art de tous ses secrets. Elle admirait, heureuse, charmée, elle régnait, elle sentait instinctivement que les arts étaient oubliés pour elle et jetés à ses pieds comme un grain d'encens. Ce n'est pourtant qu'un vieillard, reprit Poussin. Il ne pourra voir que la femme en toi, tu es si parfaite. Il faut bien aimer, s'écria-t-elle, prête à sacrifier ses scrupules d'amour pour récompenser son amant de tous les sacrifices qu'il lui faisait. Mais, reprit-elle, ce serait me perdre. Ah, me perdre pour toi, oui, cela est bien beau, mais tu m'oublieras. Oh, quelle mauvaise pensée as-tu donc eue là? Je l'ai eue et je t'aime, dit-il avec une sorte de contrition, mais je suis donc un infâme. Consultons le père Ardouin, dit-elle. Oh non, que ce soit un secret entre nous deux. Eh bien, j'irai, mais ne sois pas là, dit-elle. Reste à la porte, armé de ta dague. Si je crie, entre et tue le peintre.
Ne voyant plus que son art, le Poussin pressa Gilette dans ses bras. Il ne m'aime plus, pensa Gilette, quand elle se trouva seule. Elle se repentait déjà de sa résolution, mais elle fut bientôt en proie à une épouvante plus cruelle que son repentir. Une épouvante plus cruelle que son repentir. Elle s'efforça de chasser une pensée affreuse qui s'élevait dans son cœur. Elle croyait aimer déjà moins le peintre en le soupçonnant moins estimable qu'auparavant. Catherine Lescaut, personnage imaginaire et modèle de la belle noiseuse, nom d'origine flamande, comme l'observe L'Aubrier. 3 mois après la rencontre du Poussin et de Porbus, celui-ci vint voir maître Fraunhofer. Le vieillard était alors en proie à l'un de ces découragements profonds et spontanés dont la cause est, s'il faut en croire les mathématiciens de la médecine, dans une digestion mauvaise, dans le vent, la chaleur ou quelque empattement des hypochondres. Et suivant les spiritualistes, dans l'imperfection de notre nature morale. Le bonhomme s'était purement et simplement fatigué à parachever son mystérieux tableau. Il était languissamment assis dans une vaste chaire de chêne sculpté garnie de cuir noir, et sans quitter son attitude mélancolique, il lança sur Porbus le regard d'un homme qui s'était établi dans son ennui. « Eh bien, maître, lui dit Porbus, l'outre-mer que vous êtes allé chercher à Bruges est-il mauvais? Est-ce que vous n'avez pas su broyer notre nouveau blanc? Votre huile est-elle méchante ou les pinceaux rétifs? Hélas, s'écria le vieillard, j'ai cru pendant un moment que mon œuvre était accomplie, mais je me suis certes trompé dans quelques détails, et je ne serai tranquille qu'après avoir éclairci mes doutes. Je me décide à voyager et vais aller en Turquie, en Grèce, en Asie, pour y chercher un modèle et comparer vos tableaux à diverses natures. Puis, peut-être ai-je là-haut, reprit-il en laissant échapper un sourire de contentement, la nature elle-même. Parfois j'ai quasi peur qu'un souffle ne me réveille cette femme et qu'elle ne disparaisse. Puis il se leva tout à coup, comme pour partir. « Oh oh !» répondit Porbus, « j'arrive à temps pour vous éviter la dépense et les fatigues du voyage. »« Comment ?» demanda Fraunhofer étonné. « Le jeune Poussin est aimé par une femme dont l'incomparable beauté se trouve sans imperfection aucune. Mais, mon cher maître, il consent à vous la prêter, au moins faudra-t-il nous laisser voir votre toile. » Le vieillard resta debout, immobile, dans un état de stupidité parfaite. « Comment » s'écria-t-il enfin douloureusement, montrer ma créature, mon épouse, déchirer le voile sous lequel j'ai chastement couvert mon bonheur? Mais ce serait une horrible prostitution. Voilà 10 ans que je vis avec cette femme, elle est à moi seule, elle-même. Ne m'a-t-elle pas souri à chaque coup de pinceau que je lui ai donné? Elle a une âme, l'âme dont je l'ai douée. Elle rougirait si d'autres yeux que les miens n'arrêtaient s'arrêter sur elle. La faire voir, mais quel est le mari l'amant assez vil pour conduire sa femme au déshonneur? Quand tu fais un tableau pour la cour, tu n'y mets pas toute ton âme, tu ne vends aux courtisans que des mannequins coloriés. Ma peinture n'est pas une peinture, c'est un sentiment, une passion. Née dans mon atelier, elle doit y rester vierge et n'en peut sortir que vêtue. La poésie et les femmes ne se livrent nues qu'à leurs amants. Possédons-nous le modèle de Raphaël, l'Angélique de l'Arioste, la Béatrix de Dante? Non. Nous n'en voyons que les formes. Eh bien, l'œuvre que je tiens là-haut, sous mes verrous, est une exception dans notre art. Ce n'est pas une toile, c'est une femme avec laquelle je pleure, je ris, je cause et pense. Veux-tu que tout à coup, je quitte un bonheur de 10 années comme on jette un manteau, que tout à coup, je cesse d'être père, amant et Dieu? Cette femme n'est pas une créature, c'est une création. Vienne ton jeune homme, je lui donnerai mes trésors, je lui donnerai des tableaux du Corrège, de Michel-Ange, de Titien. Je baiserai la marque de ses pas dans la poussière, mais en faire mon rival, honte à moi. Ah ah, je suis plus amant encore que je ne suis peintre. Pour Fraunhofer, la peinture est l'objet d'une passion plus que d'un métier. Son génie, comme celui de Gambara, se meut dans le champ d'une poésie abstraite qui ne parvient pas à réaliser dans l'espace de la toile. Oui, j'aurai la force de brûler ma belle noiseuse à mon dernier soupir, mais lui faire supporter le regard d'un homme, d'un jeune homme, d'un peintre, non, non, je tuerai le lendemain celui qui l'aurait souillé d'un regard. Je te tuerai à l'instant, toi mon ami, si tu ne la saluais pas à genoux. Veux-tu maintenant que je soumette mon idole au froid regard et aux stupides critiques des imbéciles? Ah, l'amour est un mystère, il n'a de vie qu'au fond des cœurs, et tout est perdu quand un homme dit même à son ami « voilà celle que j'aime ». Le vieillard semblait être redevenu jeune, ses yeux avaient de l'éclat et de la vie, ses joues pâles étaient nuancées d'un rouge vif et ses mains tremblaient.
Porbus, étonné de la violence passionnée avec laquelle ces paroles furent dites, ne savait que répondre à un sentiment aussi neuf que profond. Fraunhofer était-il raisonnable ou fou? Se trouvait-il subjugué par une fantaisie d'artiste ou les idées qu'il avait exprimées procédaient-elles de ce fanatisme inexprimable produit en nous par le long enfantement d'une grande œuvre? Pouvait-on jamais espérer de transiger avec cette passion bizarre? En proie à toutes ces pensées, Porbus dit au vieillard: « Mais n'est-ce pas femme pour femme? Poussin ne livre-t-il pas sa maîtresse à vos regards? » « Quelle maîtresse? Répondit Fraunhofer. « Elle trahira tôt ou tard, la mienne me sera toujours fidèle. » Eh bien, reprit Porbus, n'en parlons plus, mais avant que vous ne trouviez même en Asie une femme aussi belle, aussi parfaite que celle dont je parle, vous mourrez peut-être sans avoir achevé votre tableau. Oh, il est fini, dit Fraunhofer. Qui le verrait, croirait apercevoir une femme couchée sur un lit de velours, sous des courtines, près d'elle un trépied d'or exhalte des parfums. Tu serais tenté de prendre le gland des cordons qui retiennent les rideaux, et il te semblerait voir le sein de Catherine Lescaut, une belle courtisane appelée la belle noiseuse, rendre le mouvement de sa respiration. Cependant, je voudrais bien être certain